Avant de commencer cet épisode de podcast, j'ai une super nouvelle pour toi. Ce jeudi 15 mai 2025, on rempile pour le challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Réserve ta place offerte sur www.mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. On va partir pour 3 jours de coaching d'introspection profonde. Le but, c'est que tu puisses guérir, que tu puisses commencer à poser les premiers jalons pour te traiter en première classe, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement. C'est le moment de pointer les auto-sabotages qui t'empêchent de vivre en cohérence avec tes valeurs, tes principes et tes ambitions. À bientôt. Inch'Allah. Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Je crois qu'on a toute une copine qui reste dans une relation parce que elle a peur de pas pouvoir faire des courses, pas pouvoir donner à manger à ses enfants si elle quitte cette relation, ou parce que elle a peur de pas trouver un appartement parce qu'elle a pas de fiche de salaire. On a toute une copine, ou on a toutes été cette copine, qui a peur de s'expatrier dans un pays qui correspond davantage à ses valeurs parce qu'elle se dit, je vais pas avoir la CPAM, je vais pas avoir le RSA, je vais pas avoir de mutuelle. On a toute une copine, on a toutes été cette copine qui a peur d'être célibataire parce qu'elle a peur. On a pris l'habitude d'être dépendante financièrement ou affectivement au point où on a toute une copine, on a peut-être chacune été cette copine qui a peur de retourner faire les boutiques toute seule après avoir l'habitude d'y être toujours allée avec toutes ses copines. La manière dont certains conditionnements relationnels ou sociaux ou économiques peuvent nous piéger, c'est ce que je voudrais aborder dans ce podcast numéro 90 que j'ai intitulé « Prison dorée ». Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Se traiter en première classe. Le concept, comme je vous le disais, je pense que ce que je voudrais dire, déjà en introduction, post-introduction, c'est que je pense que c'est pas tant, ce que je voudrais pointer ici avant de continuer, c'est que c'est pas tant le conjoint, le fait de changer de pays ou les copines qui nous créent en fait ça, qui font que c'est pas tant eux les responsables, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'à un moment, je pense que ce qu'il faut pouvoir pointer comme mécanisme pour pouvoir se remettre en question efficacement, c'est le fait qu'à un moment donné, dans notre vie, on se laisse aller. Quand je dis on se laisse aller, je suis pas en train de te dire que tu te fais pas ton brush tous les jours ou que t'as pas fait comment on appelle ça, la skincare routine, make-up routine, etc. Non, c'est plutôt qu'on se laisse aller à l'autre. On rentre dans une relation de dépendance, mais pas une relation de dépendance qui a été choisie, qui a été réfléchie. Parce que dans un couple, je pense qu'il y a des jeux, relationnels qui font que on devient dépendant l'un de l'autre, mais sans que ça mette en péril, si je peux dire ça comme ça, notre propre capacité en fait à faire les choses à un moment donné. C'est-à-dire que dans ce concept de prison dorée, ce que je voudrais pointer, c'est ce sentiment, si je peux dire ça comme ça, de fausse sécurité et comment finalement, ce qui est bien plus
complexe en fait que la dépendance affective. Enfin voilà, on balance un petit peu des termes comme ça. Là, je vous parle de prison dorée, de dépendance affective, etc. Mais je pense que ce qui est à pouvoir analyser en fait, c'est quels sont les mécanismes justement psychologiques et émotionnels qui fait qu'à un moment donné, en fait, on se laisse aller à l'autre, si je puis dire, parce que on va pas forcément parler de. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé avec ton conjoint ou c'est lui qui gère tout, etc. Et puis, bon, qu'Allah nous en préserve, ton conjoint décède. On n'est pas en train de dire que t'es tombé sur un manipulateur qui t'a rendu dépendante, etc. Non, en fait, quand on est dans un couple, quand on est dans les relations avec les autres, on vit dans une société pendant un moment, on prend des habitudes, en fait. On confie un petit peu des parts de notre vie, si je peux dire ça comme ça, à une structure, aux autres, à la société. On se laisse aller comme ça. Et finalement, derrière, comme je vous disais, l'idée, est-ce que c'est pas de s'interroger sur comment, à un moment donné, on participe nous-mêmes de faire face aux choses, en fait, de prendre ses responsabilités, de se dire, mais quelles sont les peurs, quelles sont les craintes, et notamment la peur du manque. Vous voyez, comme je vous disais toujours, est-ce que tu vas retrouver quelqu'un? Est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer? Est-ce que tu vas pouvoir faire des courses? Si tu tombes malade et que tu es dans un pays, par exemple, moi je vais aux Émirats, c'est une question qu'on me pose tout le temps, le nombre de personnes qui me disent, Émilie, comment vous faites au niveau de la santé, des mutuelles, etc. Il n'y a pas la CPAM là-bas, il faut payer l'école, il faut payer, on s'habitue, en fait. C'est-à-dire, on organise notre vie différemment. Mais je comprends tout à fait ce stress, en fait, ce coup d'adrénaline qu'on a avant de partir quand on veut s'expatrier dans un pays qui nous garantit pas les mêmes droits, grosses guillemets, que ceux qu'on a en France. D'avoir cette crainte, en fait, cette peur. Et je pense que derrière, l'idée, c'est de pouvoir interroger, en fait, de faire ce travail d'introspection pour comprendre ces conditionnements-là. Comment ces conditionnements-là, ils se développent à partir de notre culture sociétale. Par exemple, quand on a grandi en France, on a cette culture sociale éducative de on paye rien. En fait, on va à l'école, c'est gratuit, alors que c'est pas du tout gratuit, c'est offert. Enfin, je plaisante souvent là-dessus, mais c'est-à-dire qu'on paye pas à l'école, sauf si tu vas dans le privé, bien sûr. Mais la santé, pareil. Alors bien sûr, ça change, ça évolue, mais voilà, on a cette habitude on a cette espèce de prison dorée, parce que ça a un coût quand même sur les salaires, etc. Mais ça devient une prison dorée quand tu te refuses en fait à t'expatrier parce que tu as peur de tomber malade, de pas avoir de quoi te soigner ailleurs, etc. Tu as peur de te lancer de sortir d'une relation, de t'élancer d'une relation parce que tu te dis voilà, qu'est-ce que je vais faire sans lui, voilà. Et du coup, des fois, t'acceptes. Ça peut être dans un travail aussi, parce que t'as un prêt à payer. Donc, même si ce prêt-là, dans la manière dont tu l'as contracté à un moment donné, t'es plus en accord avec tes valeurs, tu vas quand même rester là parce que t'as peur de manquer. Tu dis, faut payer la maison, et tu te racontes des histoires par rapport aux enfants, etc. Et parce que c'est des choses qu'on t'a toujours dit, que tes parents t'ont toujours dit, par exemple, ou que tes amis ou ton environnement social promeuvent. Et du coup, l'idée, c'est de venir en fait faire face à soi, de se dire, ok, mais pourquoi j'accepte cette prison dorée? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait qui m'attache à cette prison, à cette impression en fait de fausse sécurité? Je me rappelle l'exemple, je voudrais partager avec vous un autre exemple d'une femme qui me disait, en fait, voilà, c'était un exemple professionnel d'ailleurs, donc une personne que j'accompagne, et elle voulait partir de là où elle travaillait, parce qu'elle était harcelée au travail, et elle s'était rendue compte qu'à un moment donné, elle avait ce frein de se dire, ça fait des années et des années que j'ai une voiture en leasing, le leasing qui est entre guillemets payé par l'entreprise. Ça lui faisait, elle se rendait compte quand elle faisait face à elle-même, comme ça, qu'elle avait un petit peu de stress à l'idée de se dire, tiens, va falloir que j'achète ma propre voiture, que j'assure ma propre voiture, que je m'occupe de l'entretien de la propre voiture. Et ça, elle a admis, en fait, avec beaucoup d'humilité, qu'à un moment donné, ça l'a freiné de quitter ce travail-là qui n'était pas du tout en dehors des situations de harcèlement, qui n'étaient pas en accord avec ses valeurs et ses principes, parce qu'il y avait cette crainte, en fait, cette dépendance, si je peux dire ça comme ça, cette crainte, en fait, de l'avenir, cette crainte de manquer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a des conditionnements comme ça psychologiques qui viennent de ce qu'on a reçu dans quoi on a été baigné au niveau de la famille, de la société, etc. C'est la conséquence, je peux dire ça comme ça, c'est que notre sentiment d'efficacité personnelle, je vous en avais parlé dans un autre podcast, il est abaissé, d'accord? Plus d'ailleurs le sentiment d'efficacité personnelle est bas, et plus
l'augmentation de la dépendance. Donc là, je vous parle de la dépendance au sens pathologique, pas la dépendance normale qu'il peut y avoir dans une relation, mais plus cette dépendance va augmenter. Parce que quand on se sent pas, on se sent pas en fait en capacité, par exemple, d'aller faire ses courses toute seule, parce qu'on a pour une peur comment dirais-je, une peur d'avoir une crise d'angoisse, etc. Ou alors la peur qu'il y ait beaucoup de monde, ou la peur de oublier des choses pendant les courses, ou que sais-je. Bah là, par exemple, on va être amené à solliciter sa mère, une amie, sa tante, son mari, etc. Bah, vous voyez, plus ça augmente en fait la dépendance à l'autre. Et ces conditionnements, ils nous empêchent, autrement dit, d'être plus autonomes au niveau personnel, au niveau émotionnel et même au niveau spirituel. Ça m'est arrivé aussi d'accompagner des femmes qui étaient par exemple mariées pendant un moment, puis après le mariage s'arrêtait pour une raison X ou Y, et en fait elles se retrouvaient, comme elles avaient l'habitude en fait de faire certaines choses avec leur mari au niveau spirituel, bah, quand elles se retrouvaient entre guillemets seules, bah, elles éprouvaient beaucoup plus de difficultés pour se remettre dans l'apprentissage, faire leurs adorations, prier à l'heure, etc. parce que il y avait plus elles n'avaient pas développé cette autonomie, on peut dire peut-être spirituelle, bien que, bien sûr, le groupe, la communauté est importante dans la religion. Mais on constate, en fait, que plus la prison est dorée, si on peut dire ça comme ça, et plus l'autonomie personnelle, professionnelle, spirituelle, etc., ça baisse. Et souvent, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette fausse sécurité, cette impression, en fait, elle est dorée, cette prison, d'accord? Laure, on aime ça. C'est on s'accroche en fait à des choses dont on a l'impression qu'elles nous apportent une sécurité, un toit, les courses, l'assurance de la voiture, le fait plein de choses comme ça au niveau, le fait d'avoir un salaire, etc. Et on se voit en fait accepter des choses qui ne nous apportent pas du tout de sécurité émotionnelle, par exemple. Parce que quand tu es sur ton lieu de travail, bien que, bien sûr, tu as besoin de payer ton loyer, etc., quand tu te fais harceler, par exemple, c'est extrêmement dommageable au niveau psychologique et émotionnel, mais tu te retrouves à accepter ça, en fait, parce que tu as peur de partir, parce que tu as peur de pas retrouver le même boulot, le même salaire, etc. Voilà, il y a plein de craintes en fait derrière qui fait qu'on s'accroche à ce qui nous apporte pas réellement de sécurité. Et le lien avec la peur du manque et la manière dont ça peut influencer nos décisions, elle est totalement comment dirais-je, inévitable, si je puis dire. C'est quelque chose qui peut se traduire dans notre quotidien. Et souvent, c'est là où c'est dramatique, complètement à notre insu, c'est-à-dire de manière complètement inconsciente. Cette prison dorée, c'est vraiment la métaphore qui décrit une situation. Et je me rappelle d'où vient ce terme. J'ai pensé tout à l'heure avant d'écouter le podcast. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui parlait d'une de ses copines. Et elle était à l'époque avec un homme qui la maltraitait. Et en fait, elle restait avec cet homme-là et elle disait toujours, elle disait son prénom, elle disait elle est dans une prison dorée, etc. Et je me rappelle que quand j'étais enfant, je me disais mais comment ça, une prison? Comment ça, le choisit de rester en prison? Et comment ça, une prison peut être dorée? Et cette métaphore, elle décrit vraiment cette situation où, là, en l'occurrence, cette copine de la personne de ma famille, elle avait ce confort matériel, son conjoint, il avait un bon salaire, elle avait un statut social qui était enviable, mais en même temps, elle se sentait piégée par cette situation parce que ça correspondait pas vraiment à ce qu'elle voulait, en fait. Et ça peut, quand t'es dans cette contradiction, ça peut rendre extrêmement malheureuse, ça peut rendre extrêmement stressée. On voit aussi que ça peut donner lieu à des situations de burn-out parce que on fait réellement des choses, on accepte des choses qui sont pas du tout en accord avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes. Ce qui fait que on appelle ça une prison, c'est vraiment que même souvent de l'extérieur, ça a l'air parfait. T'as un travail, t'as un salaire, t'as un CDI. Pourquoi tu vas te prendre la tête à te lancer dans l'entrepreneuriat? T'as un mari qui gagne très bien sa vie, tout le monde l'aime, etc. Pourquoi tu vas partir? Oh, ça va, il t'en met une de temps en temps, c'est bon, quoi. Nos grand-mères, elles acceptaient bien, enfin des choses comme ça. C'est vraiment l'idée, c'est que de l'extérieur, tout semble parfait, mais on se sent coincé, on se sent incapable. C'est là, en fait, où ça devient une situation de dépendance toxique, si je peux dire ça comme ça, et pas quelque chose de choisi, où les rôles sont bien dispatchés, si je puis dire. C'est où on se sent incapable, où c'est lié, comme je vous disais tout à l'heure, au sentiment d'efficacité personnelle. On se sent incapable de quitter cette situation, de quitter ce pays, de quitter cette ville, parce qu'on a peur de perdre la sécurité financière, la sécurité, mais grosse guillemets à chaque fois, hein, la sécurité
comment on dit, de santé, voilà, liée au médical, si je puis dire, ou le prestige social qu'une situation elle peut nous apporter. Et cette prison elle est dorée parce que il y a des avantages. Il y a des avantages comme par exemple l'argent, tout simplement, la reconnaissance sociale, le fait de pouvoir, souvent c'est lié au matériel, on va pas se mentir, hein, tout ça, ça apporte un semblant de confort, un semblant de sécurité, et souvent c'est relatif au matériel, mais réellement, émotionnellement, psychologiquement, les personnes sont dans une grande détresse. Et ce que je voudrais pointer aussi, souvent, c'est que quand on est dans une prison dorée, si tu as ta copine qui est dans une prison dorée, ou si tu as été la copine qui était dans une prison dorée, souvent, qu'est-ce qu'on ressent? On se sent complètement tiraillé. Et la prison dorée, ça peut être aussi un groupe d'amis que tu continues de supporter parce que tu as peur d'être seul. Mais qui te font la misère, c'est pas tes amis, en fait, c'est pas tes copines, mais parce que tu as peur d'être seul, tu vas continuer de fréquenter des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui font de la médisance, etc. Et tu te sens tiraillé, en fait, entre les avantages visibles, superficiels de la situation, c'est-à-dire être accompagné, et les sacrifices non visibles, autrement dit, les sacrifices de tes valeurs, de tes ambitions, de ta santé mentale, etc. Ou même le temps pour toi-même, j'ai envie de te dire. Et souvent, ce qui se produit aussi, c'est que on commence à se sentir coupable. Et on se sent coupable parce qu'on sent qu'on a une espèce de plainte, soit interne ou qu'on exprime, mais en même temps, on se dit, attends, quand même, j'ai la chance, j'ai ces avantages-là, en fait. C'est qu'il y a le conflit entre l'apparence dorée de la prison, où on se dit, quand même, j'ai des choses, je vais pas me plaindre, et le fait que ce soit une prison, en fait. Et souvent, comme je vous disais, ce qui se produit, c'est que ces obligations qu'on a l'impression d'avoir, comme des responsabilités financières, la pression sociale, la pression familiale, la pression même, comment dirais-je, scolaire, je peux dire ça comme ça, on voit ça chez les adolescents aussi. Il y a beaucoup de situations de harcèlement au collège, au lycée, etc., qui continuent parce que les adolescents ou les enfants qui sont touchés ont cette crainte de finir seuls, etc., donc acceptent des comportements maltraitants de crainte d'être seuls, en fait. Et ça, cette pression sociale fait sentir que ça nous donne l'impression qu'on doit continuer dans cette voie, que c'est normal, qu'il faut souffrir, etc. Même si ça nous rend malheureuse, même si ça nous coupe, ça nous donne des coups de pied dans les tibias, comme je dis souvent. Et je pense que reconnaître ce qu'on veut vraiment dans sa vie, c'est hyper important à ce stade-là. Comment on va faire pour sortir, autrement dit, de sa prison dorée? À un moment donné, parce qu'on ressent justement cette contradiction, qu'on a envie d'autre chose, on a envie de travailler sur son sentiment d'efficacité personnelle, travailler sur sa foi, même j'ai envie de dire, parce que de la confiance vraiment avec le grand C, souvent ça nécessite c'est même pas souvent, ça nécessite de travailler justement sur ces blocages émotionnels, blocage psychologique, pour pouvoir retrouver cette liberté, si je peux dire ça comme ça, mentale, spirituelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous partager un retour que j'ai eu hier d'une bootcampeuse qui a commencé en fin 2023. Franchement, j'étais à 2 doigts de pleurer quand j'ai lu son retour. Je vais vous le lire. Pour parler des conséquences positives, depuis que je fais le bootcamp, il y a eu un grand changement dans ma vie. Déjà pour moi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et j'en ai parlé à mon mari. Et lui aussi, il s'est mis à appliquer tes outils, lol, inconsciemment et après consciemment. Et au final, il a initié une grosse discussion et a partagé avec moi tous ces non-dits et on a mis tout à plat. Et depuis, alhamdoulilah, c'est le bonheur. Il y a eu un changement à 360 degrés. Désormais, on partage tout. On dit quand quelque chose ne nous plaît pas, on ne garde rien. Du coup, tout coule de source. On n'est plus là à interpréter, je dirais même à misinterpret, donc à interpréter de manière erronée en fait les intentions des autres. Et ce que je voudrais, donc déjà, j'étais hyper contente de voir ça parce que aider une femme, mais en plus qu'elle puisse transmettre les outils à son conjoint et profiter à la bonne santé d'un couple, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Mais ce que je voulais vous montrer aussi via ce témoignage-là, c'est que parfois, dans notre manière en fait d'être en relation, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des croyances limitantes, parce qu'on a des manières de faire qui ne nous servent pas, eh bien on peut se retrouver en prison avec quelqu'un qui, au final, nous correspond, parce qu'il y a ces ajustements qui se font pas. Parce que ce qu'on comprend en fait dans ce témoignage-là, au-delà que ça promeut, si je peux dire ça comme ça, ma psycampus, c'est que il y a un avant, il y a un avant et un après pour elle, mais il y a un avant et
un après dans une situation qu'elle vivait pas forcément comme quelque chose d'épanouissant. D'accord? Un peu comme une prison dorée, si je peux dire ça comme ça. Et le fait d'avoir travaillé sur elle, d'avoir mis le doigt sur qui elle est, d'avoir compris son fonctionnement, d'avoir pu tester des outils. Et on dit toujours qu'il faut agir, entre guillemets, le changement qu'on veut avoir. Et du coup, d'avoir fait ça avec son mari, mime, si je peux dire ça comme ça, les mêmes outils qu'elle a appris, etc. avec nous, non seulement ce n'est plus une prison, ils sont bien contents tous les deux, mais elle reste toujours dorée. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Je vais terminer ce podcast sur cette belle note. Je repasse pour te rappeler de t'inscrire pour le challenge sur mapsyenligechez-moi.fr/challenge. On commence ce jeudi 15 mai 2025, ok? Donc tous les jours, je vais te donner rendez-vous pour la leçon du jour. Je vais te donner un exercice d'introspection puissant. C'est le moment de se rencontrer entre femmes parce que c'est un événement qui est réservé aux femmes. On va approfondir, on va faire une introspection de qualité. mapsyenligechez-moi.fr/challenge. Inscris-toi pour ce rendez-vous garanti sans blabla, new age, sectaire, ésotérique. Un rendez-vous qui combine un coaching de déclic avec la profondeur de la psychologie. À bientôt, Inch'Allah.